Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, 5 morts et plusieurs blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Dakar. Un nourrisson a miraculeusement survécu au drame. Les détails dès le début de cette édition. Création d'une commission d'enquête sur le processus de sélection des candidats à la présidentielle. Jour de vérité à l'Assemblée nationale ce mercredi. L'objectif de la commission est de chercher toute information utile à l'éclaircissement du débat, affirme le vice-président Abdou Mbow. À la une également, le collectif interministériel des agents de l'administration annonce une grève générale. Les travailleurs appellent l'État à respecter ses engagements. On vous explique tout. Et puis le coup de trompe de l'éléphant a été fatal au Lion. Les Sénégalais se sont réveillés avec la gueule de bois au lendemain de l'élimination des Lions de la Teranga de la CAN. La tanière rentre à Dakar ce soir. Nous verrons tout cela dans la page des sports. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Les recherches de survivants étaient toujours en cours en milieu de journée. 5 personnes sont décédées, vous le savez, dans l'effondrement de l'immeuble en rénovation que vous voyez. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Un nourrisson a miraculeusement été extirpé des décombres. Thioromar Ndiaye. De cet immeuble de 3 étages, il ne reste que des ruines. Le bâtiment s'est effondré tard dans la nuit. Les occupants sont pris au piège dans les décombres. Les sapeurs-pompiers jouent contre la montre. Donc à 1h, on nous a alerté pour l'effondrement d'un bâtiment au niveau du quartier Khariala. Donc à 1h06, les premiers engins se sont présentés sur les lieux et la situation était qu'il s'agissait de l'effondrement des 3 étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation. Les recherches se poursuivent avec les éléments des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Toutefois, l'étroitesse de la rue ne facilite pas la tâche aux secouristes. Sur place, on a dénombré 13 victimes, dont 11 évacuées vers les structures sanitaires, un corps sans vie déposé au niveau du centre de santé de Yeumbeul et une victime prise en charge sur les lieux même de l'intervention. On est en train de rechercher 4 victimes. 4 personnes qui occupaient l'immeuble et dont on n'a pas encore de nouvelles. Donc c'est pour ça que vous voyez derrière les engins en train de sortir les gravats pour continuer les recherches. Parmi les rescapés de cet effondrement, un bébé âgé de seulement 1 an. Selon des témoins, le bâtiment était dans un état de délabrement avancé. Le propriétaire avait même quitté les lieux et avait demandé aux locataires d'en faire autant. Il y a certaines personnes qu'on n'a pas vues, comme Aliou et Mohamed. D'autres y ont perdu la vie. Le bébé d'1 an et sa maman sont sauvés. Le bâtiment était en rénovation. Mais malgré les travaux, les locataires y vivaient. Ce drame remet au goût du jour la lancinante question des bâtiments menaçant en ruine au Sénégal. Ils sont estimés à 1446, dont 627 dans la région de Dakar. Merci Thioro. Dans l'actualité également, de nouvelles modifications apportées aux dispositions relatives à l'OFNAC. Objectif, combler les lacunes relevées au terme de 8 années d'application. Le texte a été défendu à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances et du Budget. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. 2 projets de loi, l'importante modification de la loi créant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, et l'autre ayant trait à la déclaration de patrimoine, ont été votés par les députés ce mardi. En ce qui concerne le projet de loi portant modification de la loi sur l'OFNAC, 4 innovations majeures ont été prises, ce qui renforcera à coup sûr la lutte contre la prévarication des deniers publics. Le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC porte également sur 4 innovations majeures. La première innovation a trait au pouvoir de garde à vue. 48 heures renouvelables une fois,
conformément au Code de procédure pénale. La deuxième innovation majeure se rapporte au pouvoir de gel de fonds ou ressources détenues ou contrôlées ou possédées par des personnes contre qui il y a des indices de corruption ou délits assimilés. Celui relatif à la déclaration de patrimoine, 3 mesures fortes ont été prises. Les modifications qui sont faites dans ce projet de loi font déjà passer les articles de 10 à 31. Ça vise à consolider l'efficacité de la loi existante, mais toujours à travers 3 mesures fortes. C'est tout d'abord l'élargissement de l'assiette des assujettis. Deuxième mesure forte, c'est le renforcement du régime de sanctions pour non-déclaration ou déclaration tardive. Et troisième mesure forte, c'est la publication de la liste des assujettis en règle et celle des assujettis défaillants. Ces innovations majeures ont pour objectif de renforcer les possibilités de recouvrer des ressources et de les mettre dans le budget de l'État. Fat Bintou, restons à l'hémicycle, jour de vérité ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les députés, vous le savez, convoqués en plénière en vue de la création d'une commission d'enquête sur le processus de sélection des candidats à la présidentielle. L'objectif de la commission est de chercher toute information utile à l'éclaircissement du débat, martèle le vice-président Abdoumbo, que voici. Et indépendant du pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif. Il faudrait que les gens sachent que le pouvoir législatif, li mu amee ay prérogatives, non le pouvoir judiciaire amee ay prérogatives. Et prérogatives yi ñu am, c'est vrai, dans le communiqué de l'UMS et du Conseil constitutionnel, on parle de l'article 92-93 qui dit que aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut être ni jugé, arrêté ou entendu. Mais nous, on ne juge pas, on n'arrête pas, on n'entend pas pour des faits délictuels, c'est pénal. La commission d'enquête parlementaire, selon l'article 48, cherche des informations et toutes les informations, c'est encadré par la loi, même beaucoup divulgué, c'est le code pénal de punir. Et benen affaire, on parle de souveraineté, mais l'article 3 de la Constitution sénégalaise dit que la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par voie référendaire, du ministre, du député, du ministre, du président, du kenen ak kenen fi ku mën lolu ludul le peuple sénégalais à travers ses représentants là ici. Le PDS n'en démord pas, les libéraux veulent un report de la présidentielle si et seulement si ces soupçons de corruption sont avérés. Illustration avec le département à Fatick avec nos reporters Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Toutes les cellules communales du Parti démocratique sénégalais dans le département de Fatick étaient présentes à cette conférence de presse. Les militants du PDS à Fatick se sont d'abord offusqués de ce qu'ils considèrent comme une énième forfaiture contre Karim Wade. Le Conseil constitutionnel sénégalais a sorti une décision lourde de conséquences car moralement inacceptable et politiquement illégitime, rejetant M. Karim Wade de la liste des personnes ayant le droit de se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour cause d'une nationalité française qu'il détiendrait est une énième injustice subie par le frère Karim Meïssa Wade depuis 2010. Ces libéraux se sont montrés catégoriques. L'élection présidentielle doit être reportée si toutefois les soupçons de corruption de magistrats du Conseil constitutionnel sont confirmés par l'enquête parlementaire demandée par les députés du PDS. La coalition Karim 2024 du département de Fatick soutient la commission d'enquête parlementaire demandée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement afin d'enquêter sur tout le processus électoral nous ayant mené à la situation actuelle. La coalition Karim 2024 de Fatick demande le report des élections au cas où les incriminations soulevées sont confirmées par l'enquête parlementaire. Ce report permettra à la classe politique d'engager un dialogue sincère et inclusif afin d'avoir un processus électoral fiable et transparent pouvant permettre au pays de retrouver une démocratie vivante et productive.
La décision incompréhensible rendue par le Conseil constitutionnel ne peut pas ne pas connaître. Heureusement, les parlementaires libéraux ont su se saisir instantanément de cette affaire. Si les soupçons sont avérés, si les contestations se révèlent être fondées en droit et en fait, nous soutiendrons l'idée d'un report des élections présidentielles. Car le droit de voter et d'être élu est obligatoire pour une véritable démocratie. Manyangan Fall, membre de la coalition Karim 2024, soupçonne une mainmise du régime actuel dans cette affaire. Le président du parti Nous Citoyens, Lunu Bolé, revient sur le rôle déterminant que peut jouer cette commission d'enquête parlementaire, mais elle a des limites, reconnaît Manyangan Fall. Une commission d'enquête parlementaire ne juge pas. Une commission d'enquête parlementaire ne sanctionne pas. Une commission d'enquête parlementaire ne poursuit pas. Une commission d'enquête parlementaire informe. Elle informe. C'est l'exercice par l'Assemblée nationale de son pouvoir constitutionnel de contrôle, mais de contrôle information. Bien que le contrôle information peut générer un contrôle sanction. Par exemple, une motion de censure contre le gouvernement. Ce face-à-face avec la presse est le début d'un combat pour faire rétablir Karim Meïssa Wade dans tous ses droits, ont fait savoir les militants du PDS à Fatick. Dans le même temps, des membres de la société civile invitent les candidats à la présidentielle à signer un pacte pour le respect des conclusions des assises nationales. Suivant là-dessus l'ancienne procureure de la République, Dior Falso, avec Maïmouna Diagne. Ça a commencé le 25 avec la présentation du pacte national que nous avons finalisé pour aujourd'hui. Et on avait demandé aux candidats qui étaient là, est-ce qu'ils avaient des amendements à y apporter. Bon, au vu de cela, on a vu qu'il y avait, quand on l'a fait, il y avait 8 candidats qui étaient là, effectivement, et qui ont adhéré donc au pacte national. Par la suite, on a reçu d'autres candidatures, et de jeudi, c'était le 25, à aujourd'hui, nous en sommes à 12 candidatures. Et ce n'est pas fini, puisqu'on va continuer encore les signatures jusqu'au début de la campagne. Et je pense que cette fois-ci, il y aura quand même un suivi, comme on l'a dit, qui sera fait par les membres de la société civile pour pouvoir en quelque sorte, dans un premier temps, veiller à ce que effectivement cet engagement-là soit respecté. Ensuite, en cas de non-respect ou peut-être qu'on puisse un peu rappeler entre guillemets à l'ordre et si jamais il y a des problèmes, qu'on puisse essayer de voir comment faire respecter les engagements qui ont été pris. À la une également de l'actualité, le collectif interministériel des agents de l'administration annonce une grève générale dans les prochains jours. Les travailleurs demandent à l'État de respecter ses engagements. Ils étaient en rassemblement ce matin devant la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Écoutons Oumar Dramé, coordinateur du collectif, avec notre équipe à Rufisque. Nous attendions vraiment avec impatience ce qui est ressorti des instructions du président de la République. Malheureusement, on est sorti insatisfait de cette rencontre avec le cabinet du Premier ministre parce que nous ne pouvons pas comprendre. Le terrain a été bien déblayé, les préoccupations ont été prises en compte et qu'ils nous disent que voilà, on va vous écouter et rendre compte au Premier ministre. Ce que nous trouvons inadmissible et inacceptable. C'est pourquoi le collectif vraiment ne décolère pas. Nous allons poursuivre le combat. Nous allons user de tous les moyens qui nous sont conférés par la Constitution pour véritablement se battre et obtenir gain de cause. Parce que dans un pays où vraiment il y a l'inéquité dans la fonction publique, où les contractuels ne sont pas véritablement tenus en compte dans le cadre de leur travail, les conditions sont là, ça véritablement c'est légitime et que nous allons intensifier le combat. C'est pourquoi nous avons décidé donc à partir de 11 février, de faire une grève générale au niveau de l'administration. Les candidats déclarés, nous allons leur exposer nos difficultés et je pense que certainement cela va être pris en compte. Comme le Premier ministre Amadou Ba n'est pas en mesure de nous recevoir dans le cadre administratif, donc certainement étant candidat, il va certainement nous recevoir et discuter par rapport à notre préoccupation. Mais ce que nous voulons, c'est que l'autorité suprême, à savoir le président de la République,
puisse nous recevoir. Tout autre chose maintenant, parlant de l'hydraulique rurale, accès à l'eau potable, l'OFOR met fin à un calvaire de plus d'une décennie dans la zone de Canel, zone défavorisée par sa position géographique. Mais cela, c'est désormais derrière les populations, car une solution a été trouvée. Voyons tout cela par Ali Bandénian et Elajli. Le calvaire n'a que trop duré dans cette zone du socle du département de Canel. Dernier lieu de propagation du ver de Guinée, l'accès très difficile à l'eau potable avait fini d'exposer ces populations obligées d'user des eaux de mar et des marigots pour satisfaire à leurs besoins. Aujourd'hui, grâce à l'agence de la coopération espagnole, des forages et châteaux d'eau viennent d'être réceptionnés. Ce projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable est financé sous forme de subvention à hauteur de 1 500 000 000 d'euros, soit 984 millions de francs CFA, par l'agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Le volet stockage a consisté à la réalisation de 6 châteaux d'eau, un à Belinabé, un à Amarabé, un à Tianaf, un à Goudebofé, un à Ndiafé, un à Sorokoum et un à Koundel. À cela s'ajoute près de 35 km de canalisation pour la densification et les extensions de réseau. De Bokiladi à Tiagnaf, dans le département de Canel, tout comme de Belinaibé à Hamarabé à Matama, ce sont des populations fortement enthousiastes, soulagées, qui ont accueilli les autorités, venues livrer ces infrastructures hydrauliques. L'association des Ndayu Dara du Sénégal veut améliorer la condition de vie des enfants talibés. Une formation a été organisée pour créer des activités génératrices de revenus. Reportage Cher Diop Mohamed Djeng. Elle fabrique de l'eau de javel, du savon, du beurre de karité, entre autres produits bien de chez nous, toutes des bénévoles. Ces femmes veulent apporter leur soutien aux enfants talibés. Parce que nous, Ndaïdara, en tant que bénévoles, on se tapait les poches pour venir en appui au Dara. Si toutefois aussi on reçoit cette formation, on a fait une activité génératrice de revenus pour avoir des ressources additionnelles pour appuyer, pour un peu substituer le peu qu'on a au niveau des foyers et qu'on partage avec les Dara. Avec cette activité génératrice de revenus, on aura un bouffée d'oxygène. La santé des talibés, une préoccupation majeure pour ces Ndayu Dara, d'où l'importance de ces produits. Le bien-être des talibés, ça commence par la santé, l'hygiène, l'environnement. Quand on dit talibé, le plus souvent, il y a la gale dans les Dara. Et vu les vertus des savons que nous avons préparés, le mborbo particulièrement, ça vient pour régler ces problèmes de gale dans les Dara. Les savons pour la lessive aussi, pour chaque fois les mamans se rendent dans les Dara, on s'organise tous les 15 jours pour venir laver le linge dans les Dara. Pour la fabrication de ces produits, elles ont reçu une formation. C'est aussi une manière de se rendre autonome. Oui, en 2 jours, j'ai eu à former 50 femmes en saponification et en javelisation pour qu'ils en fassent une activité génératrice de revenus. Parce que ce sont des mères volontaires, les Ndayu Dara, qui partent pour aider les talibés en lavant leur linge, en leur aidant de façon bénévole. Raison pour laquelle la direction de l'emploi a pris la décision de les aider. Le bien-être des enfants talibés, une priorité pour l'association des Ndayu Dara. Elle compte aussi lutter contre la maltraitance de cette catégorie sociale. Culture, manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès. Plusieurs formes d'expression artistique se trouvent dans cet établissement public créé en 1960 par le président Senghor. Ces tapisseries sont achetées partout dans le monde. Reportage Cher Diop Seilatir. Le ministre de la Culture a fait le tour des différents ateliers. Il a admiré, contemplé les belles tapisseries de qualité. Qui sont le reflet d'une dynamique industrie créative depuis les années 60 à nos jours et contempler, admirer, acheter partout dans le monde
qu'on trouve dans les lieux les plus respectés du monde comme une marque de l'identité sénégalaise, mais aussi une expression du Made in Sénégal. On peut ajouter également d'autres formes de création, de la poterie en passant par la céramique, l'habillement, l'accoutrement, la création de tapis de prière, de tapis de décoration, entre autres produits peut-être que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Alioune Sow est en phase avec la réforme. Le directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès a misé sur le talent, la compétence. Selon lui, le chef de l'État promet d'apporter des changements majeurs. Les dimensions économiques de la culture, on les trouve ici au niveau des MSAD. Et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République a donné une orientation claire au ministère de la Culture et du Patrimoine historique, c'est de redynamiser toutes les initiatives en faveur du développement socio-économique, mais à faveur également des aspects économiques de la culture. Il y a de cela quelques semaines, le président Macky Sall a créé le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Le ministre de la Culture, Alioune Sow, a annoncé que les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès seront financées. Merci Charanta. Dans l'actualité sportive, la Côte d'Ivoire va affronter les Aigles du Mali en quart de finale après avoir éliminé les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal qui rentrent d'ailleurs ce soir de la Côte d'Ivoire. Ils vont quitter Yamoussoukro par vol spécial à Yamoussoukro où nous retrouvons Mme Fatou Ndoye. Bonsoir, quelles sont les dernières informations ? Oui, bonsoir. Lendemain de défaite, réveil douloureux bien sûr pour tous les supporters sénégalais. Évidemment, voilà, la joie du côté des Ivoiriens qui s'attendaient certainement pas à vivre une si belle expérience contre le champion d'Afrique en titre. Mais bon, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est surtout que l'équipe nationale du Sénégal est en partance. Donc voilà, pour rallier Dakar via un vol spécial. D'ailleurs, vous voyez derrière moi l'hôtel où il réside. Il y a également voilà, le bus qui s'apprête donc à partir pour voilà, envoyer tout ce beau monde au pays. Maintenant, reste à savoir si effectivement tous les joueurs vont partir directement à Dakar ou certains vont donc voilà, rejoindre directement leur club. Bien sûr, c'est comme je le disais tout à l'heure, une grande déception qui règne au sein de la délégation sénégalaise, mais également au niveau des supporters sénégalais. La ville de Yamoussoukro aussi risque de se vider puisqu'une partie des journalistes va retourner à Dakar, de même que les supporters. Certains d'ailleurs attendent actuellement le ministre pour régler certains détails, des détails de dernière minute. Mais voilà, notre aventure ici à Yamoussoukro s'arrête malheureusement avec cette élimination en huitième de finale devant la Côte d'Ivoire au tir au but. Voilà, l'amertume, le sentiment le mieux partagé par les Sénégalais. Mme Fatou, l'élimination est surprise, vous l'avez dit, pour les journalistes sénégalais, les confrères à Yamoussoukro. Eh bien, les raisons sont multiples. Voici quelques florilèges de réactions recueillies par nos envoyés spéciaux. Match très compliqué pour l'équipe nationale du Sénégal qui est le tenant du titre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a bien entamé la rencontre face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, durant la compétition, les phases de groupe étaient très à l'aise avec beaucoup d'efficacité, mais par rapport à cette rencontre, c'est un autre contexte, c'est une autre compétition avec cette équipe de la Côte d'Ivoire qui s'est séparée de son entraîneur Jean-Louis Gazette, avec Hermès Faye qui est arrivé avec d'autres intentions, d'autres ambitions. Il est venu, qui a donné beaucoup de confiance à ses jours, galvaniser ses jours, et en même temps il a su aujourd'hui jouer sur la gestion du groupe en un laps de temps, et ça a bien réussi. On a vu une équipe soudée avec beaucoup de solidarité, raison pour laquelle le match était très compliqué et très difficile pour le Sénégal. Et sur le match, on a vu qu'il y a beaucoup de, surtout du côté de l'arbitrage, c'est un arbitrage qui a été moins, parce qu'il y a un penalty non sifflé pour le Sénégal, même s'il y a un rouge pour Sadio Mané qui n'a pas été sifflé. Le deuxième but ivoirien est entaché d'un hors-jeu. Je pense également qu'il y a des choix tactiques du sélectionneur qui méritent d'être discutés. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas jouer avec un militaire composé seulement de 2 joueurs, alors que la Côte d'Ivoire a renforcé son entre-jeu pendant presque 50 minutes pour encaisser ce but-là. Je pense que c'est des choix tactiques que le sélectionneur a fait et qui n'ont pas payé malheureusement pour lui. Et la communauté sénégalaise à Yamoussoukro s'est réveillée avec la gueule de bois à Yamoussoukro où vit une importante communauté sénégalaise qui s'active, les compatriotes s'activent principalement dans les activités, dans le commerce. C'est un reportage de Mamadou Ndiaye. Gannaaw défaite bu équipe nationale bu Sénégal démb ci digganteem ak Côte d'Ivoire
ñu xëy doxantu xool supporters sénégalais yi nga xam ne bari woon nañ lool démb fii ci Yamoussoukro. Maintenant il y a énormément de choses à dire par rapport à li nga xam ne mooy ci biir match bi mais li ci ëpp. Voilà le reportage que vous avez suivi donc en wolof tout à l'heure, et comme on pouvait s'y attendre, l'élimination ne fait pas les affaires des vendeurs de maillots, écharpes, fagnons et autres gadgets qui symbolisent l'appartenance et la fierté nationale. Les ventes sont en chute libre ce matin au lendemain de cette défaite douloureuse. Abifaï. L'élimination de l'équipe nationale de football n'est pas sans conséquences. Elle a affecté le business des équipements sportifs. Dans ces boutiques, les clients se font rares au lendemain de la défaite. Les gérants ne reçoivent plus de commandes, alors qu'ils ont déjà investi de l'argent pour acheter des maillots dans l'espoir de les revendre à bon prix. Malheureusement, les ventes sont au ralenti. Au début jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on perd. Mais depuis le début, on a vendu beaucoup de maillots. Donc ça allait bien, alhamdoulilah. Il nous reste du stock quand même, mais j'espère qu'on va le vendre parce que les maillots, ça se vend tous les jours. C'est pas juste pour les événements comme la CAN ou bien la Coupe du Monde. Même aujourd'hui, nous avons une grosse commande de maillots que nous devons recevoir. Une autre aussi doit venir la semaine prochaine. Nous avons misé sur notre espoir, mais le business est ainsi fait. Si l'équipe avait gagné le match, nous serions super heureux. Toutefois, ces vendeurs espèrent écouler leurs marchandises. On garde toujours le même prix parce que nous, même pendant la CAN, on n'a pas augmenté le prix de nos maillots. On a gardé les tarifs depuis le début jusqu'à hier. Donc, ça va. Oui, ça va gâcher beaucoup, mais nous n'y pouvons rien. Ce n'est pas seulement l'activité économique des vendeurs d'équipements sportifs qui est en chute. Les infographes ne sont pas épargnés. Hassan Faye se focalise désormais sur les maillots des autres nations en compétition. Par jour, j'écoulais un rouleau de 50 mètres. Aujourd'hui, je ne reçois qu'un maillot du Sénégal pour le flocage. Par contre, je me focalise sur les maillots du Cap-Vert et de la Guinée, entre autres équipes en compétition. Il y avait des clients qui avaient fait leurs commandes, mais ils ne vont plus venir récupérer leurs maillots à cause de la défaite. Le marché est inondé de maillots de l'équipe nationale, mais voir la clientèle après la défaite est difficile selon ces vendeurs. D'aucuns refusent de baisser les prix par peur de perdre l'argent déjà investi dans ce business. Avec les contre-causes économiques de la défaite et l'élimination des Lions, et puis retenez qu'une rumeur faisant état du décès d'un ressortissant ivoirien circule sur Internet. Eh bien, il n'en est rien. Cette rumeur est totalement fausse. D'ailleurs, le premier secrétaire de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Dakar a confirmé à la télévision ivoirienne qu'après vérification, cette rumeur s'est révélée totalement fausse. Il n'en est rien. Les Ivoiriens sont chez eux au Sénégal. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Bonne soirée. Au revoir.